mesdames, messieurs. D'abord, une annonce. Comme cette semaine, la semaine prochaine, donc, d'abord, ce sera le dernier cours de la saison, et il commencera, comme aujourd'hui, à 16 heures. Il sera suivi également du dernier séminaire avec deux intervenants, Stéphane Jonget et Christine Noailles. Voilà, donc ce sera le même dispositif qu'aujourd'hui, cela pour rattraper la séance qui avait sauté. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez que nous avons vu comment, en 1927, éclata une polémique sur le commerce des œuvres de Valéry, centrée sur qui mettait en évidence la spéculation autour des éditions de Valéry, des éditions de luxe, éditions de luxe dont la cherté et la rareté raréfiaient également l'accès aux œuvres de l'écrivain. Et les journalistes qui intervenaient dans cette polémique évoquaient à l'envi la figure de l'étudiant pauvre qui n'avait pas accès aux œuvres de Valéry. Mais nous avons vu combien, au-delà de l'aspect finalement assez anecdotique de cette histoire, même s'il correspondait effectivement à un besoin financier, en vérité, de la part du poète, nous avons vu combien cette polémique touchait en vérité au fond même de la conception valérienne de l'art, celle même que nous avions vue dans le schéma des deux montagnes que nous avions étudié, à savoir l'idée qui naît en partie, ou du moins qui est diffusée à partir de Valéry, il n'en est pas absolument l'inventeur, l'idée d'une littérature restreinte. Une littérature restreinte dont la valeur est extrême, ce qui justifie à certains égards des prix élevés qui font correspondre au bout du compte la valeur commerciale, la valeur du marché, avec la valeur travail, la valeur du travail dépensé à la production de ces œuvres. Et donc jusqu'ici, il n'était question, dans la polémique, que de cette valeur commerciale et du prix des éditions de Valéry. Mais c'est une deuxième question, si cette valeur intrinsèque du travail de Valéry, si la valeur intrinsèque, artistique, littéraire de l'œuvre de Valéry et de sa poésie en particulier, puisque c'est comme poète d'abord qu'il est connu, si cette valeur-là, intrinsèque, était elle-même artificiellement gonflée. À ce moment-là, on aurait une toute autre polémique, qui ne serait pas purement superficielle, uniquement sur les éditions de Valéry, mais sur le texte même de Valéry et sur la qualité de la production poétique de Valéry. Eh bien, cette polémique-là, elle a eu lieu également. Et je vous l'annonçais à la fin de la dernière séance. Et ce fut donc le sujet d'une autre polémique, du reste connectée à la précédente, une autre polémique beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus durable parce qu'on en trouve encore des échos aujourd'hui quand on parle à des lecteurs de Valéry. Et c'est une polémique donc, qui a duré plusieurs décennies, une polémique beaucoup plus sérieuse, et qui a du reste durablement affecté Valéry lui-même, et qui a eu une influence, je crois, sur sa propre production et sur sa propre réflexion. Et donc, entrons dans cette polémique, non pas contre les éditions de Valéry, mais contre la poésie même de Valéry, contre l'œuvre même de Valéry. Une polémique, une querelle, qui avait commencé assez tôt, et du reste qui avait coïncidé assez logiquement, il faut le dire, avec les premiers succès de Valéry. Assez logiquement parce que forcément, le succès déclenche le regard sur l'œuvre et donc voilà, les oppositions. Alors ces succès avaient été préparés notamment par le critique littéraire du temps, dont je vous ai déjà parlé, Paul Soudet. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Frédéric Lefebvre, l'auteur des entretiens une heure avec. Et donc la polémique va s'attaquer à Paul Valéry, mais à tous ceux aussi qui soutiennent Valéry et qui font en quelque sorte la réputation
poétique de Valéry. Ainsi, de cet épigramme de Pierre Charon, paru dans le recueil Les épigrammes du siècle, tous les vers que fait Valéry, Paul Soudet les avale et rit. Alors, bon, c'est pas la poésie, c'est pas l'épigramme du siècle, hein, même si c'est dans le recueil Les épigrammes du siècle, c'est pas non plus la poésie du siècle, mais voilà, ça vous donne un peu une idée du ton et du niveau des attaques qui vont se déclencher. Celle-ci est la plus amusante, elle n'est pas très méchante, même si elle est en fait assez mauvaise d'un point de vue littéraire. Et donc, Paul Soudet en est la victime. Albert Thibaudet est aussi de ceux qui font monter la valeur Valéry, la nouvelle revue française. Et tout cela se fait en 3 étapes. Hein. Je vous rappelle seulement les 3 étapes de la montée de l'œuvre poétique, de l'apparition de l'œuvre poétique de Valéry, qui avait arrêté d'écrire en tout cas de publier pendant une vingtaine d'années à peu près. Hein. C'est en 1917 La Jeune Parc, en 1920 l'album de vers anciens, donc la reprise de ces vers de jeunesse retravaillés, et le recueil Charme en 22. Ça, ce sont les grands massifs poétiques contre lesquels l'offensive va se déployer. Alors, l'offensive, elle est venue essentiellement de la part des partisans du néoclassicisme, qui étaient très puissant avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, et encore très puissant dans l'entre-deux-guerres. Donc de la part du néoclassicisme et de la part de l'extrême droite, les deux étant souvent liés, avec 3 ouvrages en particulier qui se sont attaqués vigoureusement à Valéry, des ouvrages entiers. Enfin, le premier n'est pas totalement dédié à Valéry, mais il est d'un auteur qui reste encore relativement connu dans l'historiographie littéraire, puisqu'il a eu une assez grande longévité, mais qui était proche du néoclassicisme, c'est Henri Clouard. Henri Clouard, dont on trouve encore parfois des éditions GF, Garnier-Flammarion, de Lucrèce ou d'autres auteurs, qui publie en 1924 la poésie française moderne des romantiques à nos jours, une sorte de panorama du paysage donc, poétique de l'époque, et qui écrit ceci, parlant de Valéry: « Il s'est longuement exercé à faire passer dans notre langue Gongora ». Gongora, donc, l'archétype de l'obscurité baroque, du baroquisme du siècle d'or espagnol, l'idée d'une poésie extrêmement abstruse. Et évidemment, là, ce qui est visé, beaucoup plus encore que l'album de vers anciens ou que Charme, c'est évidemment ici la Jeune Parc qui est visée. Donc, Valéry comme le Gongora français. Avec aussi l'idée de la part d'un critique nationaliste, enfin, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose d'étranger dans cette manière de faire qui ne serait pas spécifiquement français. Donc le nom de Gongora non plus n'est pas totalement anodin. Alors les deux, Henri Clouard n'est pas très connu, il faut bien le dire, mais alors les deux autres, les deux suivants, si vous les connaissez, je vous donne le prix, hein, mais j'en ai pas, enfin bon, ce sera une bonne médaille en chocolat. C'est d'abord Alfred Drouin, mais qui publie Monsieur Paul Valéry et la tradition poétique française, toujours en 1924, avec une formule comme celle-ci: on trouve dans la poésie de Valéry ce qu'on veut bien y mettre, un vase vide peut recevoir beaucoup d'offrandes. Bon, là, inanité, une poésie vide qui se prête à toutes les interprétations et qui plaît, en effet, c'est assez juste, et je crois que ça a été peut-être l'un des aspects du succès de Valéry, c'est-à-dire que c'est une poésie, comme je vous l'ai dit, qui est attaquée par les néoclassiques, mais en même temps une poésie qui se fait dans des formes régulières, et donc qui a pu, à certains égards, paraître comme la réconciliation de la poésie classique avec l'avant-garde symboliste représentée par Mallarmé. Donc, Valéry a eu cette chance de pouvoir représenter à un moment la sorte de récupération du grand mouvement hermétique mallarméen dans ce qui était présenté comme la tradition mainstream, si je puis dire, standard de la poésie française. Et ça a été, je pense, l'une des clés de son succès, c'est-à-dire qu'en dehors de ses réactions vigoureuses contre Valéry, en fait, il y a quand même eu des marges des néoclassiques et des symbolistes, enfin,
largement des symbolistes, qui se sont regroupés autour de Valéry. Et ça a aidé à faire son succès. Une sorte de en même temps, hein, si je puis dire, même si ce n'est pas tellement à la mode actuellement. Et puis, dernier auteur qui publie un livre sur Valéry, enfin je dirais plutôt contre Valéry, lui-même poète, Pierre Lièvre, toujours en 24, Paul Valéry tout simplement. On sait bien que cet écrivain manque cruellement de puissance créatrice. Donc l'idée d'impuissance qui se mesure simplement à l'idée de la faible production de Valéry. C'est ce que vous vous rappelez ce que disait, je crois, Galtier-Boissière en 27, à savoir que toute l'œuvre de Valéry en 27 tiendrait en 2 volumes ordinaires, 2 volumes in octavo tout simple. Alors le fait est que tous ces gens-là ignorent que Valéry, depuis 1894, écrit chaque matin ses cahiers, et qu'il y a en fait une œuvre secrète de Valéry qui comporte plusieurs milliers de pages. Mais ça, à peu près, en dehors des amis de Valéry, tout le monde l'ignore, et en dehors du fait que Valéry publie à un moment le cahier B1910 dans les années 20, il publie un de ces cahiers, mais il y en a plusieurs dizaines, et à la fin de sa vie, il y en aura plusieurs centaines. Bon, là, nous étions en 24, et logiquement encore, l'élection de Valéry à l'Académie française en 25 va relancer la polémique, et surtout sa réception 2 ans plus tard. Il est élu au fauteuil d'Anatole France en 1925, et il n'est reçu que 2 ans plus tard, le 23 juin 1927. Et c'est à cette occasion-là que les attaques vont vraiment être relancées et devenir d'une violence assez inouïe. Alors, notez que Valéry, en fait, fut très difficilement élu à l'Académie française. Ça n'a pas été une élection facile. Alors, il a été élu à la première présentation, une chance pour lui, mais il n'a été élu qu'à 1 voix près. Il n'a obtenu que 17 voix sur 32 académiciens au bout du troisième tour de vote. C'était en novembre 1925. Donc, c'était une élection extrêmement serrée. Bon, là aussi, c'est une actualité, mais c'était 1 voix près, il n'y avait pas 9 voix. Mais le fait est qu'il avait mobilisé contre lui un clan conservateur extrêmement puissant, mené à l'Académie française par Paul Bourget et par René Doumic, l'historien de la littérature française. Mais il y avait aussi dans les opposants à Valéry, il y avait le cardinal Baudrillard, il y avait le maréchal Lyautey, il y avait Raymond Poincaré, le président de la République, qui était aussi membre de l'Académie française, enfin, tout ce clan conservateur ainsi que d'autres. Et donc la polémique démarre vraiment, si on peut dire, en octobre et en novembre 1927, quelques mois après la réception. Et c'est vraiment une polémique qui, cette fois-ci, va toucher au fondement même de l'art de Valéry. Et l'étincelle qui mit le feu aux poudres, ce fut Valéry lui-même, si je puis dire. Ce fut Valéry lui-même, lors de sa réception, dans le discours d'hommage qu'il prononça, comme c'est l'usage, à l'égard de son prédécesseur, à savoir Anatole France. Parce qu'en fait d'hommage, au lieu de se conformer aux règles, qui consiste à faire donc un éloge du prédécesseur, Valéry se livra à un persiflage en règle d'Anatole France. Mais un persiflage extrêmement malicieux et extrêmement méchant, il faut le dire. En fait, contrairement à ce qu'ont pu dire ou penser les observateurs de l'époque, ce n'était pas la première fois qu'un nouvel académicien se refusait à faire l'éloge du prédécesseur. On a beaucoup d'exemples, même dans les années qui précèdent Valéry. En 26, Louis Bertrand, qui devait faire l'éloge de Maurice Barrès, de son prédécesseur, donc s'était montré assez tiède à l'égard de Barrès. Georges de Portoriche, élu, je crois, le même jour que Valéry à l'Académie, voulait parler trop brièvement de son prédécesseur, Ernest Lavis, et comme l'Académie voulait qu'il allongeât un peu la sauce autour d'Ernest Lavis, eh bien, il refusa de prononcer le discours. Vous savez comment ça se passe à l'Académie, enfin, je vous l'apprends, à savoir que le récipiendaire, celui le nouvel impétrant,
d'abord lit son discours devant quelques autres académiciens qui lui font des remarques, qui lui disent voilà, ceci va ou ceci ne va pas. Et donc Georges Otto-Porridge avait fait cette lecture. Il y parlait trop peu de Lavis, l'historien. Eh bien, comme Portoriche ne voulait pas réformer son discours, eh bien, il ne fut jamais reçu officiellement. Voilà, il ne prononça jamais son discours. Et puis, le précédent le plus illustre, c'était Clemenceau. Clemenceau, qui avait été élu juste après la guerre membre de l'Académie française, comme Poincaré, comme le maréchal Foch. Or, Clemenceau pensait qu'il serait reçu par Poincaré à l'Académie. Poincaré, qu'ils se détestaient cordialement l'un l'autre, et il voulait, dans son discours, attaquer Poincaré, parce que Poincaré l'avait lui-même attaqué dans son discours de réception du maréchal Foch, et donc il n'alla jamais à l'Académie. Donc, au bout du compte, être élu à l'Académie, ça ne veut pas dire qu'on y entre effectivement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on fait l'éloge de son prédécesseur. Bien. Avec Valéry, ou avec France, si je puis dire, la pilule valérienne devint vraiment trop amère pour les observateurs. Vous connaissez peut-être le truc qu'employa Valéry, c'est que jamais, dans son discours, Valéry ne mentionna le nom de son prédécesseur. Jamais il ne le nomma. Alors il trouva toujours des manières de faire. Du reste, le mot France apparaît, puisque c'est évidemment, il dit voilà, l'auteur qui prit le nom de France comme nom, mais il ne dit jamais, voilà, je parle d'Anatole France, jamais. Hein, voilà. Donc ça, c'est une première manière de faire, à la limite. C'est un côté un peu oulipien, si je puis dire, hein, faire l'éloge de quelqu'un sans prononcer son nom. Mais la raison de cette manière de procéder, elle était très profonde en Valéry, c'est-à-dire que c'était une manière de rendre justice et de venger la mémoire de son maître à lui qui était Mallarmé. Mallarmé, à qui Anatole France s'était opposé. Parce qu'en effet, c'est une très longue histoire, en 1876, Anatole France, alors que je vous présente ici, avec une photographie peu connue d'Anatole France que j'aime assez, je suis assez fier de l'avoir trouvée, dénichée. Évidemment, il est dans un grand hôtel, on voit le personnel de l'hôtel qui est là, mais on le voit en pied, donc il paraît assez grand. Enfin, c'est une photographie peu connue, je trouve, d'Anatole France, intéressante. Et en 1876, donc, avec Théodore de Banville et François Coppée, les deux autres poètes parnassiens, et donc, Anatole France compose la troisième édition du Parnasse contemporain, donc un recueil qui définit l'école du Parnasse. Et il refuse de publier l'improvisation d'un faune de Mallarmé, à savoir la première version de l'après-midi d'un faune. Enfin, il refuse, ce n'est pas un il au pluriel, parce que Théodore de Banville et François Coppée étaient assez d'accord pour publier le poème de Mallarmé, mais Anatole France dit non, 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 on se moquerait de nous. On se moquerait de nous si on publiait ce poème de Mallarmé. Et donc, Valéry a décidé de venger, en quelque sorte, la mémoire de son maître Mallarmé, avec un persiflage extrêmement ironique, qui ne se limita pas à la non-mention du nom de l'écrivain, ce qui serait un moindre mal, en quelque sorte, mais un persiflage qui est assez proche de, vous savez, ce persiflage qu'on a dans Zadig de Voltaire, quand Zadig s'adresse à ses juges, il leur dit « abîme de science, miroir de vérité hein, », pour dire voilà, que c'est en eux le savoir tombe au plus profond et qu'ils ne sont que l'illusion de vérité. Et bien voilà, Valéry va employer des formules à double sens qui, prises dans le vrai sens, en fait, hein, entendues par Valéry, sont extrêmement défavorables à Anatole France. Et le texte de Valéry, vous allez le voir, est un texte très ironique, mais on n'a pas remarqué que en fait, ce texte-là est aussi un pastiche d'Anatole France, parce que Anatole France est lui-même un praticien de l'ironie, hein, et donc, pour Valéry, pratiquer l'ironie, c'était une sorte presque d'hommage, en retournant contre France lui-même l'ironie que France pratiquait couramment dans ses œuvres contre ses adversaires. Alors voici quelques extraits du discours de Valéry. Alors, avec ici les soulignements qui ont été faits par l'un des
critiques qui ont bien lu Valéry, Fernand Vanderhem, et donc qui souligne les expressions à double entente, hein, dont il faut entendre. Le public, je lis Valéry, donc, le public sut un gré infini à mon illustre prédécesseur de lui devoir la sensation d'une oasis. Jusque-là, tout va bien. Son œuvre ne surprit que doucement et agréablement par le contraste rafraîchissant d'une manière si mesurée avec les styles éclatants ou fort complexes qui s'élaboraient de toutes parts. Autant dire que ce n'était pas un style très puissant, hein, c'était un style qui était, on n'était pas dans la puissance, on était dans la douceur et le pur agrément. Il sembla que l'aisance, la clarté, la simplicité, bon, la simplicité peut être aussi à double sens, de même que la clarté que revenait sur la terre. Ce sont des déesses qui plaisent à la plupart. Autant dire que c'est un auteur assez démagogique, au bout du compte, qui plaît au plus grand nombre, donc pas un auteur très intéressant. On aima tout de suite un langage qu'on pouvait goûter sans trop y penser, manière de dire que pas beaucoup de pensée là-dedans, qui séduisait par une apparence si naturelle et de qui la limpidité, sans doute, ça veut dire en fait beaucoup de doutes, laissait transparaître parfois une arrière-pensée, mais non mystérieuse. Tout était vraiment extrêmement clair dans cette œuvre d'Anatole France. Mais au contraire, toujours bien lisible, sinon toujours toute rassurante. Rien d'inquiétant dans Anatole France, c'est vraiment un auteur pour tous. Il y avait dans ses livres un art consommé de l'effleurement des idées et des problèmes les plus graves. Si on les effleure, ça veut dire qu'on ne va pas au fond des problèmes, hein, clairement. Rien n'y arrêtait le regard, si ce n'est la merveille même de n'y trouver nulle résistance. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un auteur de la facilité. Quoi de plus précieux que l'illusion délicieuse de la clarté, l'illusion de la clarté, c'est-à-dire qu'au bout du compte, cette clarté n'est qu'une illusion et qu'il n'y a pas grand-chose à trouver derrière, qui nous donne le sentiment, c'est-à-dire, là encore, un sentiment illusoire, de nous enrichir sans effort, donc aucun enrichissement, de goûter du plaisir sans peine, de comprendre sans attention, de jouir du spectacle sans payer. Heureux les écrivains qui nous ôtent le poids de la pensée, voilà, je ne commente pas, et qui tissent d'un doigt léger un lumineux déguisement de la complexité des choses. Bon, vous voyez que là, j'ai bien souligné, et c'est Fernand Vanderhem qui a souligné ainsi, j'ai bien souligné toutes les formules qui doivent être comprises en fait de manière négative. Mais en vérité, plusieurs critiques, juste après la réception, ne s'aperçurent même pas que l'éloge de France prononcé par Valéry était en fait un persiflage. On peut se laisser prendre comme ça, en écoutant vaguement, sans y prendre attention, on peut se laisser prendre et penser qu'on a réellement un hommage à Anatole France. Ça fait penser à ces critiques qui, lisant la disparition de Pérec, ne s'aperçurent pas que le « e » manquait dans le roman de Pérec. Mais ce qu'on voit, au-delà même, là aussi, de l'aspect très, très bien fait par Valéry, hein, de ce persiflage de Anatole France, ce qu'on voit en vérité, c'est que critique Valéry en France? C'est cette clarté revendiquée, cette légèreté, et au bout du compte, ce qu'on a ici dans ce portrait d'Anatole France, c'est un autre portrait qui apparaît en creux, et c'est le portrait de Mallarmé, c'est-à-dire le portrait d'un poète hermétique qui vise à aller au plus profond du langage et de la pensée, qui ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, mais qui demande un effort, une exigence de la part de ses lecteurs. Et donc, ce persiflage d'Anatole France était en fait, de manière sous-entendue, un éloge de Mallarmé. Et Valéry continue du reste, hein, et là, de manière encore plus frappante, on s'aperçut bientôt que cette gloire, insinuée si doucement, en arrivait à balancer la gloire des plus célèbres, et l'on se prit, je rappelle qu'Anatole France obtint le prix Nobel de littérature, et l'on se prit à admirer comment ce génie assez malicieux s'était élevé en se jouant jusqu'à la stature des colosses des lettres européennes de ce temps-là. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une gloire imméritée et obtenue par ruse, hein, c'est bien ce que nous dit Valéry, et qui l'égale à ces hommes, à ces œuvres massives et parfois brutales de ces hommes alors si puissants, les Tolstoï, les Zola, les Ibsen, ces ouvrages légers qui ne prétendaient qu'à effleurer dangereusement ce qu'ils empoignaient et ébranler de toute leur force l'ordre social et l'édifice de nos mœurs. Bref, la gloire d'Anatole France est une gloire imméritée, qui est une gloire due un peu par les hasards et par la ruse de son auteur qui a réussi à se faufiler jusqu'au niveau des Tolstoï, des Zola et des Ibsen. Bref, on a ici
réquisitoire en règle contre Anatole France, à quoi donc Valéry opposait de manière, dans son éloge, au bout du compte, le difficile selon Mallarmé. Avec l'opposition donc de deux conceptions de la littérature, celle du plaisir large, populaire, et par ailleurs la conception d'une littérature exigeante et de la difficulté. Quelques semaines après le discours de Valéry, Albert Thibaudet écrivit dans la Nouvelle Revue Française, en août 27, un article important intitulé « La rareté et le dehors », où en quelque sorte, où il file la morale, en quelque sorte, de cette élection de Valéry et de l'éloge qu'il avait prononcé. La rareté, c'est Mallarmé, le dehors, c'est le grand public. Il dit Valéry est celui qui a réussi, par son élection à l'Académie française, à rassembler la rareté, cette conception d'une littérature exigeante, avec tout ce qui représente les dehors de la littérature, à savoir les institutions, le succès, la gloire, la célébrité, et parmi les institutions, l'Académie. L'Académie française fait partie des dehors de la littérature, elle ne fait pas partie du centre même de la littérature. Et donc, Valéry est celui, nous dit Thibaudet, celui qui a permis au monde d'accéder à la difficulté mallarméenne. Avec cette formule très intéressante, je cite donc Thibaudet, « Aujourd'hui, on ne saurait parler de petite église mallarméenne, celle qui se rassemblait rue de Rome pour les mardis de Mallarmé, on ne saurait parler de petite église que de façon relative. Le pays dont la prose pour des esseintes, texte de Mallarmé, donne la carte singulière, où les voyageurs n'étaient que deux, donc ce pays de ce petit clan mallarméen, est aujourd'hui aménagé et colonisé. Il prospère sous le sceptre valérien. Thibaudet écrit valérien avec un I, parfois c'est écrit avec un Y, moi je suis pour le Y, enfin on trouve les deux formules. Le pic Mallarmé comporte funiculaire et autel. Le pic Mallarmé comporte funiculaire et autel. C'est Valéry qui a permis au public d'arriver à Mallarmé par son succès. Ah. Alors, on est dans un jeu de miroir, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça annonce un thème que je vais développer un peu plus tard. Je me voyais, me voyant, me voir, un thème très, très, très valérien. Je continue en attendant que le problème soit réglé par nos régisseurs. Donc, le pic Mallarmé comporte... Bon, j'attends la fin, mais je pense que ça va, ils sont en train d'y travailler. Le pic Mallarmé comporte funiculaire et autel. Donogo Tonka est créé. Voilà, Donogo Tonka est créé, les puissances disciplinées du dehors sanctionnent la rareté. Les puissances disciplinées du dehors, c'est l'Académie française, en l'occurrence, qui sanctionner au sens positif, non pas au sens négatif, donc qui donne une sanction positive à la rareté, qui l'établisse l'Institut. Donogo Tonka. Donogo Tonka, c'est une ville fictive, qui fait allusion à un roman, à un ensemble de romans, de pièces de théâtre de Jules Romain, Donogo Tonka ou les miracles de la science, en 1920. Et Jules Romain raconte, c'est assez amusant, comme beaucoup d'œuvres de Jules Romain, comment une ville fut créée en Amérique du Sud pour rectifier l'erreur d'un géographe, M. Le Troadec, qui veut entrer à l'Académie. On se rend compte qu'il y a une erreur dans l'un de ses travaux. Et donc, pour rectifier l'erreur, il parle de la ville de Donogo Tonka qui n'existe pas. Eh bien, des financiers vont créer de toutes pièces cette ville de Donogo Tonka et la population va affluer dans cette ville qui n'existe pas. Donc Jules Romain a fait un roman là-dessus, puis il y a eu du théâtre aussi, M. Le Troadec ici par la débauche, etc. Donc c'est un texte assez populaire. Mais vous voyez que ce texte de Thibaudet, qui est au bout du compte, qui essaie de rendre compte de ce qui se passe dans l'institution littéraire avec l'entrée à l'Académie de Valéry, ce texte de Thibaudet est assez ambigu et il est, je dirais, assez maladroit, puisque c'est un éloge de Valéry qui fait accéder au pic Mallarmé par son funiculaire, qui fait accéder la population. Mais l'allusion à Donogo Tonka, au moins, est une maladresse, puisqu'elle faisait de Valéry un mystificateur, puisque Jules Romain
raconte en fait l'histoire d'une mystification complète. Et donc certains se souvinrent qu'ici il y avait une histoire de mystification, et cette idée du Valéry mystificateur qui fait entrer la population sur un pic Mallarmé qui nous rappelle, je reviens toujours, ce schéma des montagnes. Le pic Mallarmé, vous l'avez ici, voilà le pic Mallarmé, ce sont les sciences pures, c'est la poésie pure, et eh bien Valéry, c'est celui qui nous fait arriver par le funiculaire, tous, au pic Mallarmé. Je ne recommande pas ce croquis de montagne, mais on n'en sort pas, en quelque sorte. Cette image du pic, de la rareté, elle est là extrêmement présente. Et puis quand on pense à cette foule qui accourt au pic Mallarmé par le funiculaire avec les hôtels d'Onogo-Tonka, comment ne pas penser là aussi à cette photographie que j'ai utilisée en couverture de ce cours, à savoir c'est une photographie prise le jour de la réception de Valéry à l'Académie française, donc le 23 juin 1927, et on y voit Valéry entouré de ses proches. Il y a sa femme ici, Janie, il y a, je pense, ici, ce sera précisé avec l'amie Agathe, sa fille aînée, mais vous avez une foule ici, devant l'Institut, pour accompagner Valéry dans son succès. Imagine-t-on la même chose avec Mallarmé? Voilà, on dit parfois, imagine-t-on le général de Gaulle faisant ceci ou cela, imagine-t-on Mallarmé entrant de cette manière, accompagné de la foule à l'Institut. Eh bien, c'est cela qui sera reproché à Valéry et les attaques dont vont se succéder. Assez drôle parfois dans plusieurs éditoriaux, dans un journal assez populaire, L'Œuvre, à partir d'octobre 1927, avec plusieurs éditoriaux du directeur de l'Œuvre, Gustave Théry, qui n'était pas un imbécile, enfin c'était un normalien, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bon, mais avec plusieurs éditoriaux. Imagine-t-on encore des éditoriaux sur la poésie dans des journaux populaires? Bon, voilà, on peut regretter peut-être ce temps. Sur une image, les phoques qui picorent, puis Phébus et Rébus, voilà, Phébus, c'est-à-dire un langage énigmatique, puis encore, on dit tout ça en octobre, novembre 1927, puis le picoteux, c'est des allusions au poème le cimetière marin, et enfin, une farce académique, tout cela en éditorial de l'œuvre. Et voilà commence le premier article, ça vous donne un peu une idée du ton. Donc, les phoques qui picorent. Taisez-vous. Les fouilles de Glosel. Glosel, vous savez, c'est ce lieu où il y avait des fouilles archéologiques. On avait trouvé, semble-t-il, des inscriptions écrites, etc. En fait, il s'avérait que c'est une supercherie. Et donc, d'emblée, les archéologues s'étaient étripés sur la question de savoir si ce qu'on avait trouvé à Glosel était vrai ou faux. Ce sont des faux, on en est sûr maintenant, il n'y a aucun doute là-dessus. Taisez-vous. Les fouilles de Glosel, la traversée de l'Atlantique, les relations franco-russes, la rentrée des chambres, tout cela n'a qu'un intérêt secondaire. Un seul événement domine toutes les actualités. Et quel événement? Dans l'œuvre complète de M. Paul Valéry de l'Académie française, on vient de découvrir un vers qui a un sens. Voilà. Que dis-je, un vers? Il en suppose au moins 3 autres, ce qui fait 4. Bon, je vous laisse le reste, tout est à l'avenant. Mais pour le moins, à l'époque, on savait polémiquer et faire rire. Alors, plus sérieusement, Fernand Vanderheim, dont je vous ai déjà parlé, celui qui avait mis en lumière le problème des fausses éditions originales de Valéry, Fernand Vanderheim, donc, embraya avec une série de 3 longs articles dans la Revue de France intitulés « De l'obscurité et de la clarté en littérature », de l'obscurité et de la clarté en littérature, où on voit apparaître au bout du compte les 2 termes que Paul Valéry avait mis en opposition lui-même dans son éloge, dans son remerciement à l'Académie française, à savoir cette fausse clarté, cette illusion de la clarté et puis l'obscurité. Et donc Fernand Vanderheim va essayer de tirer des leçons de cette entrée de Valéry à l'Académie française, et en montrant qu'au bout du compte, Valéry est une sorte de nouveau dictateur, et il va dénoncer la vague obscuriste qui s'abat sur la poésie française. Parce que Fernand Vanderheim se présente
dans ses articles comme un partisan de la clarté. Il y avait du reste une revue à l'époque qui s'appelait l'Effort clartéiste, hein, où il s'agissait donc dans la revue de revendiquer la clarté dans la poésie, et on a même eu droit dans cette revue à une traduction hein, du Cimetière marin en vers clair hein, par le colonel Gaucho. Donc une traduction en français du Cimetière marin, hein, voilà, pour le rendre plus clair à la masse. Alors, Van der Heim fait l'éloge de la clarté et il décrit Valéry en un nouveau Robespierre, un Robespierre qui veut jeter le blâme sur la littérature actuelle. Donc voici un passage. Monsieur Paul Valéry, je reprends à partir d'ici, Monsieur, à cette réception pour des raisons que j'ignore, mais par lesquelles ne serait pas impossible la griserie d'un succès aussi rapide que mérité. Fernand Van der Heim ne fait pas essaie de ménager un peu la chèvre et le chou. Hein, donc il ne s'attaque pas directement, totalement à Valéry, à qui il doit, je l'ai déjà dit, un certain nombre de positions institutionnelles. M. Paul Valéry avait prononcé un discours tout à fait dans la manière de Robespierre, où il prenait nettement position au-dessus de la masse de ses confrères et où, tel l'incorruptible, surnom de Robespierre, au nom d'on ne sait quelle super vertu poétique, sans désigner personne, puisqu'effectivement il ne désignait même pas France, il jetait hautainement le blâme ou le dédain sur toute une portion de la littérature actuelle. Puis, presque immédiatement, éclatait l'article où, tel Théo, la mère de Dieu, Monsieur Thibaudet, Albert Thibaudet, c'est l'article dont je vous ai parlé, La rareté et le dehors, s'emparait des propos de Monsieur Paul Valéry pour lui prodiguer les plus dévotieux hommages et pour proclamer dans tous les genres son absolue suprématie. La menace de dictature que n'avait fait qu'esquisser le discours de M. Paul Valéry s'accentuait davantage. Le monde littéraire commença à se cabrer et c'est alors que quelqu'un put dire « En voilà assez, il va falloir déchirer les voiles comme en Thermidor ». Alors, il y a ici quelques allusions historiques qui méritent éclaircissement, en particulier l'allusion à Théo, la mère de Dieu. Il s'agit de Catherine Théo, qui était une visionnaire qui, donc au moment de la Révolution, se proclamait elle-même la mère de Dieu et annonçait un nouveau Messie. Et elle déclara en mai 1794 que Robespierre était le précurseur du Verbe divin. Était-elle manipulée par Robespierre lui-même? La chose n'est pas très claire. En tout cas, cette affaire fut exploitée par les ennemis de Robespierre, et l'affaire de Catherine Théo précipita la chute de Robespierre le 9 Thermidor en 2. Alors, ici, on voit bien que l'allusion à la Révolution est là pour permettre de faire se lever les forces de la réaction et de l'extrême droite, et de l'action française derrière, hein, puisque faire de Valéry un nouveau Robespierre, c'est engager dans la lutte contre Valéry toutes les forces de toute l'action française. Le terme de dictature était évidemment extrêmement excessif. Le fait est que Valéry représentait, dans son entrée à l'Académie française, représentait une sorte de l'apparition d'un camp moderne ou d'un camp moderniste. Hein. C'était l'opposition entre les modernes et les classiques, et Valéry était définitivement un moderne, mais ici, le sous-texte robespierriste de l'interprétation par Van der Heim allait permettre de déchaîner la polémique, en particulier avec Léon Daudet et l'Action française. Et donc c'est une polémique qui dura plusieurs semaines, plusieurs mois. Paul Soudet, Albert Thibaudet prirent la défense de Valéry, et pendant tous ces mois, toutes ces années, l'obscurité impénétrable de la poésie valérienne allait constituer l'un des lieux communs de la critique littéraire. Et c'est une accusation qui, sans doute, allait coûter à Valéry son prix Nobel. L'Académie suédoise a souvent considéré la possibilité de décerner le prix Nobel de littérature à Valéry, mais chaque fois, l'argument, on le sait par les archives hein, qui sont maintenant ouvertes, chaque fois, l'Académie suédoise trouvait l'œuvre de Valéry trop difficile pour le public, et donc ça ne correspondait pas à ce qu'elle considérait comme étant la vocation même du prix Nobel de littérature. Avant de se raviser in extremis en 1945 et de dire que voilà, en 1945, nous allons décerner finalement le prix Nobel à Paul Valéry. Manque de chance, Valéry meurt en début juillet 1945 et donc
l'Académie qui avait pris cette décision a dû se raviser et trouver un autre récipiendaire. Donc voilà pour les débuts de la polémique sur Valéry et sur cette poésie obscure. Résumons, si vous voulez, les arguments qui se sont succédés au cours de ces semaines et de ces années. Nous en avons vu déjà certains. Premier argument, c'est l'argument de l'impuissance. Impuissance de Valéry due au défaut d'inspiration. Je vous ai dit combien cet argument ne correspond pas à la réalité même du travail intime et secret de Valéry avec Laguiller, c'est autre chose. Mais cet argument de l'impuissance n'est pas nouveau, en vérité. C'est un argument qui avait déjà été déclenché et qui avait déjà été utilisé contre Mallarmé lui-même. Je vous rappelle que lorsque la Nouvelle Revue française paraît les premières fois en 1909, eh bien, elle s'arrête tout de suite parce que les néoclassiques qui participent à la Nouvelle Revue française écrivent un article où ils parlent précisément de l'impuissance de Mallarmé, ce qui a été insupportable à Gide, et donc c'est la fameuse affaire du faux départ de la Nouvelle Revue française. Donc il y a cette idée toujours que ces poètes de l'exigence et de la littérature restreinte, au bout du compte, sont en fait des poètes impuissants qui n'ont pas la capacité d'écrire à profusion. Et l'une des preuves que l'on cite de l'impuissance de Valéry, c'est que Valéry pratique le pastiche. Du reste, un pastiche que Valéry pratique délibérément, en particulier dans La Jeune Parc, puisque La Jeune Parc, il l'a conçue, Valéry, il la conçoit comme une sorte de, en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale, il la conçoit comme une sorte de monument funéraire à la langue et à la littérature et à la poésie française. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein pléthore d'échos de la poésie française dans La Jeune Parc et puis dans les autres poèmes de Valéry. Mais ce pastiche serait la preuve que Valéry n'est pas capable de créer par lui-même. Et on voit cela de manière très, très violente sous la plume de quelqu'un qui, par ailleurs, est un personnage intéressant de la vie littéraire de l'entre-deux-guerres, c'est André Rouveyre. André Rouveyre, c'était un ami de Guillaume Apollinaire, mais il a attaqué Paul Valéry de manière assez ignoble, il faut le dire, dans plusieurs articles, en particulier d'abord en manipulant des stéréotypes antisémites à l'égard de ceux qui ont permis le succès de Valéry, en particulier à l'égard des salons qui ont permis l'entrée de Valéry à l'Académie française, le salon de Madame Mühlfeld en particulier, Jeanne Mühlfeld, qu'on appelle communément la sorcière, c'était son surnom, et c'est ce salon-là qui a propulsé Valéry à l'Académie française. Et on retrouve dans les articles d'André Rouveyre, de manière assez dégoûtante, il faut le dire, des arguments antisémites. Mais il n'y a pas que cela dans les arguments de Rouveyre, il y a des arguments concernant la poésie même. Poésie, cette laborieuse confiserie d'éléments étrangers, hétérodoxes, monstrueusement amalgamés et comprimés. Allons donc, disons acrobatie, pure virtuosité verbale, sans profondeur. Une sorte d'annexionnisme, donc là c'est l'idée du pastiche, une sorte d'annexionnisme entreprenant le mène jusqu'à travestir les grands poètes français, depuis la Pléiade, en passant par La Fontaine, très particulièrement, et jusqu'au plus récent. Sa prose va à l'envers d'aucune force. Elle dilue ses essais d'expression et démultiplie ses efflorescences d'idées à l'encontre de toute recherche de propriété ni de quelque raisonnable confort. Vous reconnaîtrez quand même le style assez précieux et littéraire, au bout du compte, d'André Rouveyre. C'est cela qui rend, je trouve, l'attaque assez violente. Valéry met tout en fumée. Il faut voir comme le pédant gourmande et réduit Pascal, ou comme il assaisonne Socrate au goût symboliste. Allusion à deux textes assez célèbres de Valéry. Le premier, c'est Variations sur une pensée, où Valéry commente la pensée de Pascal célèbre, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, pour dire comment Pascal peut-il être sincère alors même qu'il utilise toutes les ressources de la rhétorique pour écrire cette frayeur métaphysique et existentielle qui est la sienne. Et du reste, sur cet argument de
l'utilisation de la rhétorique par Pascal, Jean Paulhan, plus tard, reviendra et aura une réflexion assez profonde là-dessus. Deuxième texte, ici, cet assaisonnement de Socrate au goût symboliste, c'est évidemment le dialogue Eupalinos ou l'architecte, ou bien L'âme et la danse, qui mettent en scène Socrate. Donc, premier argument, impuissance liée à des pastiches. Deuxième argument, on l'a vu aussi, celui-ci, c'est l'argument de l'hermétisme. Valéry présente des dehors, alors soit vraiment profondément hermétiques, soit, dans le pire des cas, artificiellement hermétiques, c'est-à-dire artificiellement obscurs. C'est un peu ce que dit Gustave Thierry. Au bout du compte, c'est qu'on a affaire uniquement à un jeu de déguisement hermétique de phrases, de pensées toutes simples. Donc ce serait un hermétisme cultivé par pur snobisme pour faire monter en quelque sorte sa cote, donc un hermétisme de pacotille. Et là, je vais encore citer André Rouveyre dans un deuxième texte très violent qui s'intitule « Discours d'expulsion de M. Paul Valéry à l'Académie française », non pas de réception, mais d'expulsion de Paul Valéry, paru dans le Crapouillot, là encore, avec cette formule « Comment ne verrait-on pas qu'un Paul Valéry secrètement industrieux, disciple, suiveur, assimilateur, et bien qu'essayant d'écrire mystérieusement, donc tout ça ce sont des tentatives qui sont en fait des échecs, nous dit Rouveyre, ne voyons pas que Paul Valéry ne laisse pas d'être accessible à tout chercheur de devinettes ou amateur de mots croisés. » Donc ce serait un hermétisme de pacotille qui ne serait pas un véritable... Valéry ne cultiverait pas le véritable mystère. Alors, cette idée des mots croisés, ici mis entre guillemets par Rouveyre, nous fait penser qu'au bout du compte, parfois, lorsque Valéry parle lui-même de sa manière d'écrire, il ne manque pas de donner, en quelque sorte, des bâtons pour se faire battre. C'est-à-dire que lui-même, parfois, définit sa manière d'écrire comme une sorte de mot croisé. Voici un exemple qui est paru précisément, et c'est là-dessus aussi que s'appuie Rouveyre et les adversaires de Valéry, paru dans Autre Rhombe en 1927, mais qui est une reprise des cahiers, quelque chose qui est paru qu'il avait écrit lui-même en 1913. « Je cherche un mot, dit le poète, un mot qui soit féminin, de 2 syllabes, contenant P ou F, terminé par une muette et synonyme de brisure, désagrégation, et pas savant, pas rare, 6 conditions au moins. » Tout cela ressemble énormément à vraiment une sorte de définition de mots croisés, comme si la poésie était une recherche effectivement de mots qui satisfont à des cases particulières. Bon, le titre mots croisés, c'est moi qui l'ai mis, je l'ai mis entre crochets. C'est pas le titre mis par Valéry lui-même. Mais Valéry ajoute ceci comme note, qui est intéressant et qui montre qu'on est quand même à un autre niveau. Si quelqu'un écrivait véritablement pour soi, il lui suffirait d'inventer ce mot que 6 conditions définissent. On trouve, par l'absence de mots inventés, que nul n'écrit pour soi seul, ne convient avec soi seul de parler son langage propre. Et donc il y a chez Valéry une sorte de dialectique entre un langage intérieur, un langage intime, et un langage extérieur, un langage vernaculaire, un langage naturel, que le poète, évidemment, prend en compte. Et cela nous rappelle qu'il y a aussi chez Valéry l'idée qu'avec le langage, il y a une communication avec les autres. Ce sont des choses qu'on retrouvera dans le cours de poétique. L'idée qu'aucun poète n'est un Robinson, je vous ai déjà cité ce passage, on y reviendra peut-être à la prochaine fois, aucun poète n'écrit pour soi seul sur le lumière de sa lampe, on n'est pas un Robinson isolé, on écrit avec les autres autour de soi. Et ces autres, ils sont là, présents à travers le langage. Alors, ce type de formule de recherche de mots pour compléter un poème, et que Valéry rend public, il s'est paru dans Autre Rhombe, et repris ensuite dans Tel quel, ça a quand même le don d'agacer souverainement tous ceux qui pensent croire que la poésie serait une sorte de révélation divine, elle viendrait d'une sorte d'inspiration profonde. Il y a là, délibérément chez Valéry, une manière de profaner, de démystifier un travail poétique qui serait un travail ici purement matériel, alors que pour Valéry ne cesse d'insister sur le fait qu'il s'agit d'abord d'un travail sur le langage, qui est un travail d'artisanat. Donc il y a l'idée là d'une profanation qui a pu choquer beaucoup de lecteurs de Valéry et qui explique en grande partie la réaction de Rouveyre et d'autres. Donc voilà pour le
Deuxième argument, l'argument de l'hermétisme, peut-être un hermétisme de pacotille. Et le troisième argument, peut-être le plus violent à l'égard de Valéry, c'est qu'au bout du compte, Valéry ne serait qu'un sous-Mallarmé. Un sous-Mallarmé. Et c'est là que on a vraiment il est attaqué à plusieurs reprises là-dessus par Vandérème, qui reprend le discours maladroit de Thibaudet. Thibaudet lui-même disant voilà, Valéry est celui qui fait accéder le peuple au pic Mallarmé. C'est aussi une manière de dire qu'au bout du compte, Valéry ne serait peut-être pas qu'un pic, il serait peut-être une simple colline. Voilà. Mais voici Léon Daudet, par exemple. Léon Daudet. L'Académie a procédé avec une hâte consolante et touchante à l'élection de ce brave Valéry, alors qu'elle aurait repoussé avec horreur le délicieux Mallarmé, dont Valéry n'est que le cimetière marin. C'est du Daudet, voilà. Il sait écrire, il sait trouver la formule qui marque et qui touche. Mais du reste, Paul Léotot, dans ce journal littéraire, note, le jour même de la réception de Valéry, note des choses semblables, à savoir que Valéry ne peut pas ne pas avoir pensé, le jour même de sa réception, au fait que Mallarmé ne serait jamais rentré à l'Académie, et lui-même, qui fait-il, telle est la question que pose Paul Léotot. Alors ça c'est pour Daudet, pour Léotot, André Rouvert, Mallarmé, de qui son contre-plaquage est tellement criant et sur qui sa suspicion est si manifeste. Tout ça, c'est dans le discours d'expulsion de M. Paul Valéry. Et puis, il continue encore, je ne sais plus si c'est, je vais voir si c'est Rouvert ou si c'est... Non, oui, c'est dans le Crapouillot, là, pour le coup, c'est pas signé, c'est peut-être Galtier-Boissière, je pense. Valéry est en effet un rare pour tous. Ça reprend l'expression de Thibaudet. Un rare pour tous, un auteur réputé difficile et tarabiscoté, comme Rostand, Edmond Rostand, était un précieux pour tous, mais en fait accessible aux intelligences les plus simples et comme tel indiqué pour une cristallisation de snob. Alors l'argument du sous-Mallarmé, au bout du compte, Valéry l'aurait, à bien des égards, aurait pu l'accepter, parce que quand Valéry a arrêté d'écrire en 1892, après la Nuit de Gênes, c'est précisément parce qu'il avait le sentiment de la perfection poétique que représentait son maître Mallarmé, et qu'il était impossible d'arriver à ce niveau-là maintenant. Et donc, reprendre la poésie, c'était toujours arriver après Mallarmé et faire quelque chose qui peut-être n'arriverait pas à la hauteur. Mais c'est tout de même dur de lui redire... En 1927, quand il entre à l'Académie française, ces vérités qui ne sont pas faciles, évidemment, à entendre. Alors, ces arguments, au bout du compte, se contredisent les uns les autres, parce qu'on accuse à la fois Valéry d'être obscur et d'être trop facile, il faudrait savoir. Il y a l'idée d'un manque d'inspiration, de faux semblants, pas de sincérité, une sorte de virtuosité vaine, un travail purement artificiel. Et ce sont ces arguments-là qui vont être repris continuellement, jusqu'encore dans les années 40, 50, on y reviendra. Mais l'étonnant, c'est que tous ces arguments, qui sont pour beaucoup colportés par, donc, en tout cas par les classiques, les conservateurs et par l'extrême droite, vous voyez ici Léon Daudet, tous ces arguments vont se retrouver concentrés chez un communiste, chez Louis Aragon, dans un brûlot explosif, qui est le traité du style, paru en 1928, qui est un peu la suite de toute cette offensive contre Valéry. Alors, Louis Aragon, dans le traité du style, s'attaque à toutes les grandes figures de l'establishment littéraire. C'est en gros l'ouvrage le plus dada d'Aragon, même si on est après vraiment la période proprement dite dada. Mais il reprend des attaques extrêmement violentes contre toutes ces grandes figures, et en particulier contre Valéry. Alors, contre Valéry, la chose est d'autant plus dure pour Valéry que
Aragon avait été assez proche de Valéry pendant un certain nombre d'années, comme Breton. D'abord Breton, et Aragon avaient été des lecteurs de la soirée avec Monsieur Teste, et les premiers surréalistes, ou pré-surréalistes, avant d'être surréalistes, avaient été très proches de Valéry. Je vous rappelle que Valéry avait été même le témoin de mariage d'André Breton, et avait donné des conseils à Breton, à Aragon. Mais Aragon, très vite, était un peu l'électron libre de la série Breton, Soupeau, et avec du trio qu'il composait avec Breton et Soupeau. Et déjà, dès 1920, il a commencé à agacer terriblement Valéry, en particulier avec une anecdote qui est assez drôle à certains égards, mais qui est liée à ce fameux avant-propos à la connaissance de la déesse que je vous ai commenté, qui est un texte très important de Valéry sur l'histoire de la littérature. Valéry recevait chez lui, en 1920, il recevait le fameux trio pré-surréaliste, donc Breton, Aragon et Soupeau, comme il le faisait couramment. Et puis à un moment, il abrège la conversation en disant « c'est moi, je dois vous laisser, parce que je vais recevoir, leur dit-il, un horrible emmerdeur, un poète de 90e ordre. » Et cet horrible emmerdeur et poète de 90e ordre, c'était Lucien Fabre, le même dont, quelques mois plus tard, il allait préfacer de manière relativement élogieuse. En fait, il n'y a pas beaucoup d'éloges de Lucien Fabre dans le texte. Valéry parle de l'histoire de la littérature, mais il allait donner une préface très importante, un très beau texte, à cette connaissance de la déesse de Lucien Fabre. Aragon, voyant cela, et voyant en gros le double langage et l'hypocrisie de Valéry, qui d'une part qualifie Fabre d'emmerdeur et de poète de 90e ordre, et de l'autre le voit Valéry préfacer bellement le recueil de Fabre, Aragon envoie aussitôt une lettre double adressée à Lucien Fabre et à Paul Valéry, la même lettre, où il révèle à Fabre que Valéry l'avait qualifié de poète de 90e ordre. Alors, il ne mentionne pas le fait qu'il avait été qualifié aussi d'emmerdeur, et il dit apprenez donc à vos dépens que vous n'êtes pas un poète, que vous n'avez rien à voir avec la poésie, etc. Donc, alors, une lettre très violente. Bizarrement, Valéry n'a jamais été agacé par la méthode d'Aragon, mais enfin, n'en a pas trop voulu à Aragon, et pendant ces années-là, les relations entre Aragon et Valéry ont encore continué. Donc, ça prouve la générosité de Valéry de ce point de vue-là. Mais du reste, Fabre était un arriviste peu recommandable. Il a aussi extorqué une lettre préface à Albert Einstein pour un livre sur les théories de la relativité qu'il voulait publier. Et donc Einstein a été très fâché contre Lucien Fabre à cause de cela. Donc Fabre, effectivement, était peut-être un emmerdeur et un arriviste, c'est assez vrai. Mais ce n'était pas un écrivain sans talent. Il a obtenu le prix Goncourt en 1923. Bon, voilà. En tout cas, les relations avaient continué entre Valéry et Aragon, mais les ponts seront définitivement coupés en 1928 avec le traité du Style, où à nouveau Aragon exploite l'affaire Fabre, mais surtout il reprend les arguments de Galtier-Boissière, à savoir la spéculation, l'escroquerie, et de Vanderheim et de Daudet, sur le Gallimatia de Valéry, qui avait été donc colporté par toute l'action française contre Valéry. Et voici des extraits des attaques contre Valéry. La place m'est ici mesurée, je me contenterai d'ajouter, pour les partisans de M. Valéry, qu'il ne m'échappe aucunement que le vocabulaire abstrait de cet auteur cache surtout une escroquerie préméditée qui a réussi. La formule est violente. Une escroquerie préméditée qui a réussi, donc ça renvoie à l'idée de Galtier-Boissière, voilà l'escroquerie des éditions de luxe, escroquerie qui n'est pas sans un certain charme. Et le mot charme, ici, évoque sans doute le titre du recueil de Valéry. Je me souviens d'avoir vu dans mon enfance des cartes postales représentant la fameuse Thérèse Humbert, ouvrant un énorme fichet, coffre-fort, qui contenait un lapin. Je me souviens d'avoir eu quelques sympathies pour cette personne corpulente qui meublait mieux son corsage rayé que son coffre-fort. Elle ressemblait à mademoiselle Stein, Gertrude Stein. Je me demande ce que je penserais aujourd'hui de Thérèse assise dans le fauteuil d'Adolphe France. Alors, il y a là une allusion qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous est obscure, mais l'affaire Thérèse Humbert est une affaire qui avait défrayer la chronique de la Troisième République. C'est une affaire incroyable, du reste, sur laquelle il faudrait faire, je ne sais pas si ça a été fait, un film. Enfin, c'est inouï, cette affaire. Voici Thérèse Humbert, qualifiée ici de la plus grande escroquerie du
du siècle, vous la voyez, cette Thérèse Imbert. Alors, c'était son nom de jeune fille, Thérèse d'Aurignac, issue d'un milieu modeste. Elle avait épousé le fils d'un ancien garde des Sceaux et futur député, Frédéric Imbert, en lui faisant croire qu'elle hériterait d'un château. Bon, première escroquerie, mais ça, c'est pas grand-chose. Au bout du compte, Frédéric Imbert, son mari, s'est rendu compte de la tromperie, mais il n'en est pas moins follement amoureux de Thérèse Imbert, et lui, qui était sa première victime, va devenir ensuite le complice dans une escroquerie absolument incroyable, conçue donc par Thérèse Imbert, qui est celle-ci, c'est que Thérèse Imbert va affirmer être l'héritière d'un riche Américain, un milliardaire, M. Crawford, dont la fortune, donc elle a hérité la fortune, mais la fortune de M. Crawford lui est disputée, selon elle, par deux neveux de ce monsieur Crawford. Et avec l'aide de son mari, qui est avocat, et avec l'aide de sa propre famille, comme son mari est fils d'un ancien garde des Sceaux, il y a quand même une sorte de respectabilité qui est là attachée au nom de Thérèse Imbert, elle va organiser toute une série de procès contre ses neveux Crawford, qui n'existent pas. Elle va gagner ces procès, et le fait qu'elle gagne ces procès va lui permettre d'emprunter des sommes considérables en assurant ses créanciers du remboursement qu'ils auraient bientôt et qui devrait survenir dès lors qu'elle aurait la libre disposition des valeurs de ce qu'elle avait hérité et qui étaient dans un coffre-fort chez elle. Elle n'avait pas le droit encore de les consommer, mais une fois que tous les litiges judiciaires auraient été nettoyés, elle pourrait enfin sortir les valeurs du coffre-fort et rembourser tous ses créanciers. Donc elle emprunte énormément, et elle et son mari, de 1885 à 1902, mènent grand train, faste, ils reçoivent toute la République, enfin c'est des grandes fêtes, ils vivent vraiment sur un très grand pied pendant 17 années, invitant toute la société parisienne. En 1902, l'escroquerie est enfin découverte et il n'y a aucune valeur dans le coffre. Le coffre est absolument vide, d'où ces carte postale que vous voyez ici, où les juges ne trouvent qu'un lapin. Donc tout ça a été monté de toutes pièces. C'est vraiment une mystification assez incroyable. Et les neveux Crawford, je vous ai dit, n'ont jamais existé. Alors, juste encore une remarque, la ressemblance avec Gertrude Stein, voici Gertrude Stein en 1903, 1924. Il y a une certaine ressemblance. Je ne sais pas pourquoi ici, si c'est juste une sorte de collision d'idées, ou si Aragon avait une idée derrière la tête en mettant Gertrude Stein dans cette histoire, mais il y a une certaine ressemblance. Mais l'idée d'Aragon, c'est celle-ci, c'est que Paul Valéry, en quelque sorte, est une Thérèse Imbert poétique. C'est un Panama poétique, pour reprendre une grande affaire aussi qui a défrayé la Troisième République. Il n'y aurait rien, donc, dans le coffre-fort de Valéry. Toute la valeur de Valéry montrait à partir d'un vide. Et pour le montrer, Aragon va prendre un exemple, il va commenter une formule célèbre de Valéry et en montrer toute l'inanité. Le fait est que, quand je me rappelle combien certains artifices de langage qui donnaient l'illusion d'un développement possible de la pensée m'en imposaient jadis, lisant La soirée avec M. Teste, et que je retrouve ces procédés sous l'affreux nom de Rombe, repris et par là même d'une façon rétroactive dégradée jusqu'à l'origine, je ne suis pas très content, je me sens floué, là encore l'escroquerie, floué assez bassement pour un peu de broderie sur un habit ridicule, et je ne parle pas de l'épée. Ici, c'est l'allusion à la réception à l'Académie française qui a été le moment déclencheur de rupture avec Breton et Aragon. Mais Aragon a été largement le plus violent dans cette histoire. Je me voyais me voir, formule de Valéry. Je me voyais me voir. Cette formule qui résume assez le père d'Edmond Teste et de sa sœur, la petite Parque, ce jeu de miroir qu'il cache un peu partout dans ses phrases, c'était le jeu de miroir dont je vous parlais tout à l'heure, pour produire des fantômes de profondeur, ce n'est pas avec un sérieux complet que je me permettrai de la comparer à l'expérience de Michelson-Morley, l'expérience qui, par des effets de miroir, justement, avait mesuré la vitesse de la lumière et montré que l'éther en quoi croyaient les physiciens n'existait pas. Et c'est l'expérience qui a permis ensuite à la théorie de la relativité restreinte d'Einstein d'apparaître. Donc c'est une grande expérience qu'il y a dans la physique de la fin du XIXe siècle. Donc, une expérience avec des miroirs. Je ne la comparerai pas avec l'expérience de Michelson-Morley, non pas strictement, faisant coller les éléments de la phrase à ceux du dispositif adopté dans cette expérience, les deux miroirs, mais pour l'importance équivalente,
de cette expérience à l'origine de la théorie de la relativité et de cette proposition à l'origine d'un certain truc relativiste valérien, un certain truc relativiste aujourd'hui, l'escamotage, le magicien, le prestidigitateur, qui a beaucoup donné. Alors, ce « je me voyais me voir », on le voit dans ces deux textes. D'abord dans La soirée avec Monsieur Test, c'est à la fin du texte. Je suis étant et me voyant me voir, et ainsi de suite. Et vous l'avez, c'est repris dans La Jeune Parc, je me voyais me voir, sinueuse, et dorait de regards en regards mes profondes forêts. Avec l'idée ici qu'il y a une sorte de labyrinthe de la subjectivité. Le sujet se regarde en tant qu'objet, mais ce regard même que porte le sujet sur lui-même peut aussi devenir l'objet d'un autre regard, avec l'idée d'une sorte de profondeur labyrinthique de la subjectivité, où ici, le sujet dort, donc éclaire, jette une lumière sur les profondeurs de plus en plus profondes, donc de plus en plus grandes, de son être. Et donc, c'est pour La soirée avec Monsieur Test aussi l'idée d'un dialogue possible à l'intérieur même du sujet, très important pour Valéry, le dialogue lié à la conscience. Le sujet se prend comme objet et il y a là la possibilité d'une profondeur à la énième puissance. Et c'est tout cela qui est fondamental pour Valéry dans sa réflexion, sa pensée de la subjectivité, et qui va être démonté de manière grammaticale, il faut le dire, par Aragon. L'analyse de cette phrase nous rendrait parfaitement compte de ce truc, du sophisme introduit, du vice radical d'une pensée qui règle sur de pareils préceptes des méthodes dont on aperçoit aujourd'hui la fin. Je me voyais me voir, je, pronom personnel de la première personne du singulier, sujet de voyait, désigne un observateur dont l'action s'exerce sur le premier me, qui est entendu ici de deux façons simultanées entre lesquelles il faudrait opter pour être honnête. Car si ce me est le complément direct de voyait, comme nous le disions, et comme la phrase le laisse supposer intentionnellement, elle devrait s'arrêter là. Je me voyais, quitte à perdre tout mystère, ou se poursuivre par une tautologie. Je me voyais, me voyant, où la position me voyant ne fait que répéter ce qui est déjà dit, me dans une même phrase, ne pouvant représenter qu'une seule personne et ne pouvant ainsi passer comme une muscade du sens passif au sens actif. Muscade, là aussi, allusion à la prestidigitation. Donc, vous voyez, ici, Aragon se fait un puriste grammatical, ce qu'il n'est pas en principe. Mais il va se faire plus grammairien que les grammairiens pour dénier à Valéry le droit de jouer avec la langue. Et cela se termine ainsi, ou encore l'auteur emploie me voyait comme verbe réfléchi, etc., etc. Bref, de telle sorte qu'il ne reste à perte de vue que M. Valéry devant un seul miroir, ne faisant aucune découverte, n'ayant de lui-même qu'un aperçu banal et répétant « je me voyais me voir », comme il eût dit « je me voyais, ce qui n'a qu'un sens, comme certaines rues, très voisins de « je m'emmerdais, m'emmerdais, m'emmerdais ». Bon, c'est talentueux comme attaque. C'est talentueux, mais l'ironie, je trouve, d'abord, c'est de voir le surréaliste Aragon se revendiquer des règles de la grammaire pour condamner la pensée de Valéry, comme si la torsion de la langue ne faisait pas partie, précisément, de la poésie et de la littérature. Parce que ce démontage de l'aspect grammatical, de l'analyse grammaticale de sa phrase, est quand même assez pénible, assez fastidieux. Mais Aragon se donne comme projet d'être plus rationnel que le rationaliste Valéry. Donc c'est un jeu aussi qu'il joue avec lui-même. En tout cas, il faut retenir l'idée de l'escroquerie préméditée qui a réussi, des fantômes de profondeur, du truc, du sophisme. Et surtout, on voit bien que Aragon pense que Valéry est celui qui a trahi l'idéal de la nuit de Gênes. C'est celui qui a trahi en quelque sorte Test, mais même là, Test est attaqué. Donc, ce n'est pas très cohérent comme argument. Et surtout, on voit que Aragon propose une autre idée de la littérature. On le sait par ailleurs, celle d'un engagement intime du poète, de l'écrivain dans l'œuvre. Une écriture instinctuelle, sensible, qui est sensible dans le traité du style même. Le manuscrit du traité du style est un manuscrit entièrement de premier jet. Il n'y a aucune, ou presque aucune rature. C'est une écriture qui vise à la spontanéité. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'écriture de Valéry. Et du reste, on voit bien que le texte a été écrit d'une seule traite. Ce traité du style n'est pas le traité du beau style, clairement. Mais Valéry représente ici une idée de la littérature que l'on veut remplacer.
Et cela se constate à nouveau dans les autres attaques contre Valéry de la part d'écrivains reconnus, très reconnus, et non pas seulement de simples publicistes, de journalistes, d'écrivaillons. Et voilà, est-ce que Valéry pourra se sauver de toutes ces attaques? Parce que je crois qu'il faut sauver, non pas le soldat Ryan, mais le poète Valéry. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la dernière séance du cours. Donc la semaine prochaine, nous verrons s'il est possible de sauver le poète Valéry de l'ultime attaque, vous allez voir, qui est peut-être la plus perfide. Mais il faut vraiment sauver le poète Valéry. Rendez-vous à 16h le 28 mars. Merci.